Bonjour, 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 ma jolie petite communauté de belles âmes, d'amour. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau en tout bien, tout bonheur. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir là aujourd'hui à accueillir cher Maxence Laillé, qui est un ami. Souvent, je lui dis, t'es un frère de cœur et, et on partage au-delà bon, ce qui peut être dit. Voilà, donc même si on ne se voit pas, eh bien, on est là. Voilà. Donc, j'ai envie de vous le faire découvrir, bien comme toutes les autres personnes dans cette émission, euh, sous l'angle de l'âme qu'il est, en fait, et tout ce qu'il incarne à l'extérieur dans la matière. Et Dieu sait si, waouh, il en fait des choses et des belles choses. Allez, vous allez le découvrir. Et puis, pour cela, ben, allez, bonjour, Jeanne Maxence, et bienvenue à toi. Salut Corinne, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette invitation dominicale, a-t-on le droit de dire. Alors, je veux bien que tu... Très heureux d'être avec toi et très heureux d'honorer cette invitation à partager de la joie, simplement déjà à se retrouver. Et en plus, il y a le fait de converser. Et on sait bien que tous les deux, lorsqu'on converse ensemble, il se passe toujours souvent des choses. Voilà. Ouais. C'est vrai. Eh bien, écoute, merci, merci d'avoir accepté, merci d'être là. Je sais que ton planning, il est bien chargé toujours. Alors, on commence par peut-être cette petite présentation de qui tu es, ton chemin, comment tu es là aujourd'hui, comment tout ça s'est imbriqué depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, un petit peu, hein, une petite fenêtre pour te découvrir. Voilà. Et ça, bien sûr, en 1 minute 30. OK. Voilà. Ok, alors peut-être on va débuter par le côté un peu plus social, ce qui est visible, ce qui est présent. Euh, donc, depuis 25 ans à peu près, 95, donc 30 ans en fait, maintenant, bientôt, j'exerce, je m'amuse à faire le journaliste, à écrire des articles, à enquêter, à raconter des choses, et à raconter en fait, en gros, le constat. Moi, je cherchais pas à faire le journaliste, en fait. C'est simplement que je voyais des choses qui se déroulaient, j'étais au courant de machin, je lisais des trucs, hein, et quand je partageais les infos autour de moi, les gens n'étaient pas au courant. Et donc, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Donc, ce qui fait que voilà, je suis journaliste pour raconter, pour partager à des personnes qui ne savent pas ce qui se passe par ailleurs et que des personnes savent déjà ou connaissent ou font quoi. Et Ouais. ce qui fait que avec les années 90, 2000, j'étais plutôt spécialisé sur tout ce qui était euh, cyberculture, nouvelles technologies, de la communication, de l'information, la réalité virtuelle, Internet, le multimédia, les CD-ROM, les images de synthèse, les jeux vidéo, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle vraiment la cyberculture ou les NTIC pour tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais comme moi, j'ai une grosse couche, un gros vernis sciences humaines, sciences sociales. Mes débuts, moi, je voulais faire ethnologue, donc j'ai suivi des études de sociologie, d'ethnologie, d'anthropologie, de communication, puis derrière de prospective. Et ce qui fait que pendant 5 ans comme ça, j'ai acquis une boîte à outils pour analyser les phénomènes sociaux, pour analyser les organisations et pour analyser aussi les cultures. Et ce qui fait que je me suis spécialisé sur la technologie, d'où l'expression cyberculture, Mm. par rapport à, c'est pas la techno pour la techno, même si ça suppose quand même d'avoir le socle de connaissances technologiques qui convient et aussi éventuellement scientifique derrière, c'est l'étape qui a suivi. Euh, c'est surtout l'impact des technologies sur la culture, sur nos croyances, sur nos visions du monde, sur nos façons d'interagir les uns avec les autres, en quoi ça modifie les trucs. Donc, d'un point de vue anglo-saxon, on appelle ça les cultural studies, les études culturelles, qui est donc un courant de champ de recherche, y compris en sciences humaines, y compris en ethnologie, qui est de se préoccuper de comment les gens se comportent les uns par rapport aux autres et comment la structure et comment la société est structurée de façon un peu invisible, de façon non dite, par rapport à des valeurs, par rapport à des architectures invisibles, comme dirait un très bon ami à moi qui s'appelle Vincent Houba. Vincent ou Euh, pas? ouais, Vincent, ouais, qui s'amuse lui aussi avec Stéphane Rio à faire des séjours dans le désert. Et, euh, et donc, ces architectures invisibles vont avoir une dimension psychosociale, c'est-à-dire qu'elles sont autant psychologiques que sociétales ou sociales. Et voilà. Donc moi, on est sur une société technosciences,
Donc, je m'intéressais à comment les innovations technologiques, en particulier dans le domaine de l'informatique, puisque les années 90-2000, c'est l'explosion des micro-ordinateurs, des consoles de jeux, de l'Internet, de l'image de synthèse. Au début, moi, j'étais sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire comment le fait de porter un casque et des lunettes, ça nous fait basculer dans des mondes parallèles, mais ces mondes parallèles qui vont leurrer, qui vont mystifier nos sens et nos perceptions, qui sont donc au sens propre des illusions. Notre cerveau le vit comme de la réalité. Et comme ça se vit comme de la réalité, donc ça a plein d'effets possibles, des bons effets ou des mauvais effets. Mais ce qui est certain, c'est que ça a des impacts sur la neuroplasticité, sur la façon Oui, dont on va se reprogrammer, dont on va consolider des réseaux neuronaux et donc consolider nos façons de fonctionner. Donc voilà, donc tout ça faisait que je basculais petit à petit du côté d'une dimension un peu plus scientifique. Et à partir des années 2000, j'ai lâché vraiment le côté, enfin, ça m'a formé vraiment, toutes ces années-là m'ont donné une solide culture générale en matière de technologie de l'information, de technologie informatique, de cybernétique, de cybertechnologie. Et puis, avec les années 2000, j'ai basculé dans ce dans quoi je suis à peu près depuis 20 ans, 25 ans, c'est le côté scientifique, en étant spécialisé justement sur l'énergie, c'est-à-dire en particulier sur l'électromagnétisme. oui, Et comme j'ai été rentré dans ce domaine des technologies électromagnétiques, de l'impact de l'électromagnétisme sur le vivant, de l'impact via les années jeux vidéo, via les années cyberculture, bon ben voilà, il y avait des artistes qui font des interfaces sans fil pour faire des sculptures à base d'hologrammes, par exemple. Ok, c'est un exemple de création artistique liée aux technologies de l'information et donc où on sculpte de la lumière. Et donc je savais, j'étais au courant d'un truc qu'on appelle la compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire comment les machines coexistent entre elles, comment des machines qui rayonnent des ondes électromagnétiques peuvent coexister entre elles, soit communiquer, soit coexister sans se perturber, sans se déranger. Donc je me souviens, c'était en 99, j'étais face à un écran, à l'époque c'était un écran cathodique, et je sens la chaleur sur mon visage de l'écran cathodique. Et d'un coup, je me dis, ah ouais, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que la science sait sur les effets de ces machines autour de nous, des machines avec lesquelles on interagit, avec lesquelles on communique, les machines que l'on regarde à travers les écrans, hein. On n'avait pas encore de smartphone à l'époque, hein, il n'y avait pas encore d'écran plat. Qu'est-ce que la science sait des effets de ces machines qui rayonnent, des champs électromagnétiques, des rayonnements électromagnétiques, que ce soit de l'infrarouge, des micro-ondes, de la lumière visible, bien sûr, de l'ultraviolet, patati patata. Donc, qu'est-ce que la science sait là-dessus par rapport aux êtres vivants, par rapport aux humains? Donc, il y avait déjà une littérature qui existait ou que j'avais déjà un peu creusée qui concernait de machine à machine, mais qu'est-ce qu'on savait de machine à vivant ou de machine aux humains? Et c'est comme ça que je suis rentré dans ces sujets-là, ou en tout cas dans le cœur du sujet qui est donc la vision du monde comme étant des énergies électromagnétiques qui interagissent entre elles. Et surtout, j'ai débuté par la médecine électromagnétique. Et pareil, en appliquant les méthodes du journalisme scientifique. Donc voilà, donc j'ai un côté journaliste d'investigation oui. scientifique, spécialisé énergie, bon, éventuellement aussi cyberculture, hein, bien sûr, mais spécialisé énergie, et dans le cas des énergies, spécialisé électromagnétique. Et j'ai commencé par la médecine électromagnétique, en gros, pendant 3 ans, en accumulant des références bibliographiques sur qu'est-ce que la science sait quant aux effets des ondes sur le vivant pour soigner. Donc, ce qui fait que depuis les années 50, à peu près, si on raisonne avec une science un peu moderne, une science post-quantique, on pourrait dire, électronique, donc, on a toute une littérature qui existe sur les effets des ondes sur le vivant pour soigner, pour faire pousser, pour faire multiplier les cellules osseuses, les cellules nerveuses, les cellules musculaires, les cellules de la peau, etc., etc. Et puis, 2001-2002, il y a les histoires de pollution électromagnétique. Et je commence à regarder ça et j'hallucine un peu de ce que disent les industriels, puisqu'ils vont dire les ondes n'ont pas d'effet sur le vivant. Et là, je suis là. C'est un peu présomptueux quand même, voire mensonger quand même de dire ça, parce que je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes mal informé, quoi. Puisque vous dites un truc ce n'est pas ce que dit la littérature scientifique, même si c'est un domaine d'à côté, qui est celui de la médecine électromagnétique, et non pas celui de la pollution électromagnétique.
Et puis en plus, évidemment, on va s'intéresser aux phénomènes naturels, donc les tempêtes solaires, l'orage, la pression atmosphérique, l'électricité présente dans l'air, les ions positifs, les ions négatifs, les ondes cérébrales, les impulsions électriques cardiaques qui donnent l'électrocardiogramme. Donc voilà, donc ce qui fait qu'en 4-5 ans, enfin entre 99 et 2005 en gros, je me suis aussi bâti une solide culture générale sur ces aspects-là, euh, tout en me fabriquant, avec la nécessité de disposer d'une culture scientifique solide, biologie, physique, chimie, de façon à ne pas non plus basculer dans la fascination, la sidération, la pensée magique, par rapport à des personnes qui vous promettent des technologies qui font des merveilles, qui font des miracles, et vous en face, ben, soit vous les croyez, soit vous ne les croyez pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas en mesure de vérifier ce qu'ils disent. Donc, ce Ouais. qui fait que je me suis étoffé ma culture générale. Moi, j'ai une culture plutôt économique, sociologie, et puis histoire géo. Et de fait, avec les années 2000-2005, j'ai rajouté des couches de physique quantique, d'électromagnétisme, d'électricité, de chimie, d'électrochimie, comment ça marche les courants marins, comment ça marche les courants dans l'air, donc tout ce qui est hydrodynamique, ou enfin en tout cas euh, magnéto-hydrodynamique, si on parle de la fameuse MHD qui fait rêver beaucoup de monde en matière d'énergie libre, en matière de Énergie. propulsion de vaisseaux extraterrestres, etc., etc., et Ouais. même simplement de technologie militaire en termes d'application. Donc voilà, j'ai grenouillé là-dedans pendant pas mal à fond, et ça a donné mon premier ouvrage qui est sorti en 2006. Et par la suite, j'ai fait plusieurs ouvrages qui sont sortis 2007, 2008, 2009, 2010 sur l'innovation, sur les technologies, sur aussi les façons de se soigner avec les ondes, et aussi sur la question des effets des ondes sur le vivant, et donc la question des pollutions, et donc de la protection par rapport aux ondes. Ce qui fait que, avec tout ça, pour le dire maintenant, moi, quand je vois un téléphone mobile comme ça, c'est aujourd'hui c'est une source de pollution électromagnétique. Mais si on acceptait le pouvoir d'influence que ça peut avoir, c'est un appareil qui peut soigner, puisqu'il y a toute une littérature scientifique, il y a toute une bibliographie qui existe, qui fait que avec les bons logiciels à l'intérieur, en faisant avec des interfaces et des dispositifs innovants qui peuvent être associés au téléphone, ça peut être un outil qui va soigner. C'est simplement une question de conscience collective, de conscience individuelle. Donc, c'est un problème d'ignorance. Oui, Et une fois qu'on est au courant, et ben après, on a le pouvoir de choisir ce qu'on veut. Et si on choisit ce qu'on veut, ben, est-ce qu'on va choisir du pouvoir personnel ou est-ce qu'on va choisir plutôt des gains collectifs et de l'harmonie et du commun et des choses de cet ordre-là? Donc moi, effectivement, dès les années 2002-2003, dans mon activité de journaliste indépendant, je me suis spécialisé sur les infos qui font avancer les choses, bouger les choses, tout en ayant cette couleur un peu particulière qui est d'appliquer les méthodes du journalisme scientifique aux dimensions invisibles, aux sciences de l'invisible. Et donc, mon premier bouquin, celui qui est sorti en 2006, qui s'appelle L'énergie secrète de l'univers, il est aux éditions Pré Daniel. Bon, ben, c'est un bouquin où qu'est-ce que la science sait sur le qi, sur l'acupuncture, sur le qigong, sur l'approche des Chinois traditionnels, pardon, de la médecine traditionnelle chinoise en matière d'énergie. Et donc, voilà, ça parle feng shui, ça parle de plein de choses à oui, l'intérieur, mais ça parle aussi d'armes électromagnétiques, ça parle aussi de physique quantique, ça parle de physique de l'information, ça parle de neuroplasticité, ça parle de mémoire de l'eau. Ça, c'est le premier bouquin qui donne un peu ce tour d'horizon. Et derrière, il y a eu un bouquin dédié sur les pollutions électromagnétiques, sur vivre au téléphone mobile. Il y a eu un autre bouquin dédié à l'électrosensibilité ou à la magnétosensibilité des plantes qui s'appelle Électroculture et énergie libre, qui est sorti en 2010. Mais tout ça, c'est juste la moitié de mon activité, puisque l'autre moitié, depuis 2009, entre 2009 et 2024, j'ai travaillé au Parlement européen comme assistant parlementaire pour une députée écolo qui s'appelle Michèle Rivasi. Et j'étais donc son assistant, un de ses adjoints sur les questions santé-environnement. Et donc, on a bossé sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, sur le mercure en bouche, donc sur les pollutions chimiques, la pollution de l'eau, sur bien sûr les ondes, la 5G, les téléphones mobiles, enfin voilà, donc sur énormément de sujets, que ce soit des sujets à l'agenda législatif ou des sujets qui n'étaient pas à l'agenda législatif, puisque quand on est comme ça, plutôt pionnier, plutôt visionnaire, et Michel Rivasi l'était, hein, puisqu'elle est l'été. décédée le 29 novembre 2023. Donc il y a cette idée que les gens prennent conscience des choses. Michel Rivasi et moi, on se connaît depuis 2005. On a créé le CRIREM ensemble, le Centre de recherche d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques.
On était 6 personnes pour le créer. Il y avait Pierre Leruse, il y avait Roger Santini, une femme pharmacien qui s'appelle Madeleine Madoré, et Catherine Gouillet, qui est l'actuelle présidente, qui est elle, physicienne, et qui est l'actuelle présidente du CRIREM et qui est basée au Mans. Et donc, en 2005, on a créé ensemble le CRIREM. C'est là où Michel et moi, on s'est connus. Et ensuite, lorsque Michel est passé député en 2009, elle m'a proposé de venir travailler à ses côtés pour justement faire des notes de synthèse, vérifier des informations, l'aider, l'accompagner en matière de communication politique et par rapport vraiment à coordonner des choses, monter des événements, monter des conférences, faire venir des scientifiques, alerter, alerter et faire monter en conscience ses collègues députés européens dans les autres groupes politiques que les Verts, quoi. Voilà. Waouh. Oh, ok. J'étais en vélo, j'ai l'impression de... Là, on peut appuyer Mais sur le oui, bouton vélo électrique si tu veux. ouais. Et Et puis, encore, et il y a eu euh, aussi la revue Orbs. Voilà. Et voilà. là, donc, Et j'allais voilà. dire, t'as pas parlé de Orps qui a été... voilà, on s'est connus hein, quand tu lançais Orps, nous, hein. Donc ça remonte, je sais plus quand, mais 2010 à peu près, 2010, 2010-2011, quoi. c'était un magnifique, Mais la magnifique revue est projet. encore, la revue est encore là. Il y a 9 Ouais, numéros qui existent. C'est une revue indépendante. ouais. Donc ça dépend des ventes pour pouvoir financer le numéro d'après. Ça a été effectivement une aventure qui m'a accaparé pendant 6 7 ans à plein temps. Maintenant, je suis un peu moins dessus, mais on a encore sorti un numéro spécial sur la thématique OVNI extraterrestre en décembre 2022, donc il y a un an et demi. Il y a 9 numéros qui existent, il y a 6 numéros de la série normale, il y a 3 numéros thématiques, un numéro sur l'eau, un numéro sur le féminin, et un numéro sur la question du contact, que ce soit donc l'hypothèse extraterrestre, les artistes qui Ouais. reçoivent des messages et qui font des peintures de fou, on appelle ça les artistes, c'est de l'art brut sous-coupiste, Ouais. comme on l'a écrit avec le critique d'art qui nous a fait comme ça un panorama des artistes sous-coupistes. On a énormément de sujets à l'intérieur, enfin à chaque fois un numéro de Orbs, tu pourras en reparler si tu veux, ou peut-être en montrer un Mais je si. mettrai le lien hein, dessous. Voilà, c'est ça. Oui, C'est conçu un peu comme une encyclopédie ouais. art et sciences, où il y a une quinzaine de sujets par numéro, et à chaque fois, les sujets ils peuvent faire 8 pages, peuvent faire 15 pages. Ils sont très illustrés, il n'y a que des références bibliographiques pour chacun des notions, et l'idée, c'était de faire un tour d'horizon de ce qui se passe et de comment ça bouge, tout domaine confondu, artistique, scientifique, philosophique, politique. On a traité du sujet des droits de la nature hein, dès 2013 ou dès 2014. On avait un zoom sur les découvertes de prix Nobel dans chaque numéro. Il y a des cahiers images, il y a des interviews. Enfin voilà, Ah oui, c'est faire un peu une recension de la façon dont il y a des changements de paradigme à notre oui. époque. Et ça traitait vraiment de tous les domaines, que ce soit la génétique, les robots intelligents, et évidemment la question de la vie ailleurs. Et dans ce cadre-là, c'est là où à un moment donné, ça nous est. Enfin, en gros, la même semaine, j'ai eu 3 propositions d'articles de 3 personnes différentes qui étaient toutes reliées au sujet OVNI. Et alors que d'habitude, j'en avais une tous les 2 ans, quoi, de propositions de sujets par rapport à ça. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui bouge au niveau sociétal. Ça peut être intéressant de faire un peu pareil, encore une photo, un état des lieux comme ça de ce qui se déroule. Et on a fait ce numéro spécial, Orbs spécial contact. Voilà, et puis, bon, moi, j'avais fait des blogs thématiques dans les années 2004, 2005, 2007. J'ai fait des articles, j'ai fait des bouquins. La revue Orbs, dans les années 2010-2020, bon, bah, ça a été un peu, la vision, c'était de proposer un Planète d'aujourd'hui. Donc, dans la continuité de la revue Planète, qui existait dans les années 60-70, qui avait été créée par Louis Pauwels et Bergier et, euh, et c'est ceux qui ont écrit Le Matin des magiciens. Donc voilà, il y Oui. avait cette idée que on a de l'invisible et de l'émerveillement et de l'extraordinaire dans le monde autour de nous. Donc on appelle ça le réalisme fantastique. Moi, je viens plutôt du monde du merveilleux scientifique, donc la façon dont les sciences peuvent réenchanter le monde, et, euh, et notamment en particulier si on descend dans les sciences de l'invisible, dans les sciences de l'infiniment petit, donc la physique quantique, les théories du chaos, l'effet papillon, les approches non linéaires, les questions probabilistes et ainsi de suite, en fait, c'est le postulat en tout cas qui anime mon travail d'investigation. Ça va faire la connexion avec ce que vont nous dire les traditions depuis toujours, en particulier les traditions chamaniques ou les traditions animistes, puisque elles aussi, en gros, elles ont un monde intangible et immatériel avec lequel elles cohabitent. Et c'est ce monde-là que le monde occidental ou la culture occidentale a refoulé.
Mais sauf que avec la réalité virtuelle, avec l'information électronique, avec le Wi-Fi, avec les ondes autour de nous qui véhiculent de l'information, d'autant plus peut-être maintenant avec des entités artificielles, des entités immatérielles et intangibles qu'on appelle les intelligences artificielles, c'est quand même le grand esprit qui se réveille partout, quoi. Voilà. Donc on a une information, en fait, en gros, l'information électronique et les communications sans fil, si elles existent et si elles sont possibles, c'est parce que le monde permet qu'elles soient là. Et Oui. donc, c'est ce que les sciences de l'invisible nous permettent comme ça de monter en conscience par rapport à ce qui se passe dans l'invisible. Et étonnamment, plus on creuse et plus on va vers l'infiniment petit, plus ça fait une convergence avec ce que peuvent nous dire les traditions, toutes traditions confondues. C'est passionnant. Tu es passionnant, toujours, toujours. Ah, quel bonheur, toujours de t'écouter. C'est une mine de savoir, mais aussi, enfin, ce qui te caractérise, c'est toujours de chercher ce que tu ne comprends pas aussi. Donc, tu as toujours été, quand tu te dis oui, ah, mais au fait, est-ce que la science sait que, est-ce qu'elle a des informations? Est-ce qu'elle elle peut nous expliquer ça? Et donc, ben, si tu trouves pas, tu vas chercher, en fait. Tu vas chercher. Et Oui, c'est aussi ce qui te caractérise quand même. bah, écoute, peut-être, Une c'est parfait. curiosité. Tu sais, c'est... Ah, oui, c'est sûr, Ouais, il y a une très grande curiosité, mais c'est aussi des postulats, hein. C'est-à-dire que, enfin, peut-être que la curiosité est un postulat, mais de ma trajectoire professionnelle, où j'ai fait de la veille pendant un moment donné pour des oui, grandes organisations, j'ai découvert, puisque je suis à chaque fois vraiment toujours, moi je suis dans une trajectoire oblique en fait, hein, en diagonale. À chaque fois, je fais quelque chose qui ne correspond pas à ma formation. Et donc à chaque fois, je suis dans une courbe d'apprentissage qui me permet c'est ça. d'acquérir le fameux 80-20, quoi, l'essentiel des informations et de les Ouais. faire connecter avec d'autres choses. Et, donc, un des postulats qu'on peut avoir en veille, quand on fait de la veille à haut niveau, c'est que 90% des informations sont publiques. 90% des informations sont là. Elles vont être recouvertes par le bruit, elles vont être à moitié cachées, mais elles ne sont pas cachées parce qu'elles sont secrètes, elles ne sont pas cachées parce qu'elles sont confidentielles. Elles sont cachées parce qu'en fait, on ne les regarde pas, elles sont sous le caillou qu'il faut soulever en quelque sorte. Et donc, 90% des infos sont publiques. Donc, on peut soit se casser la tête pour essayer d'accéder aux 10% qui sont confidentiels, sécurisés, cryptés, et patati et patata, soit c'est simplement basculer sur une espèce de mode hyper contemplatif. Quand même, on peut être un peu actif dans la recherche d'informations et dans l'acquisition d'informations, mais dans un mode de captation d'informations pour avoir embrassé cette vision globale. Et cette vision globale, en fait, si on la regarde vraiment, c'est-à-dire avec le moins de préjugés possible, avec le moins d'a priori possible, en fait, ça nous dessine des tendances, ça nous Mm. dessine des schémas, ça nous dessine des... il y a un auteur de science-fiction assez connu dans le milieu hein, qui s'appelle William Gibson, qui avait écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Identification des schémas. Donc en anglais, c'est Pattern Recognition. Et donc, on a des choses devant nous, mais en fait, si on change nos yeux, par exemple, on va Ouais, voir les courants d'air qui circulent d'un arbre à l'autre, on va voir les molécules chimiques qui circulent d'un arbre à l'autre. Si on bascule sur la vision infrarouge, on va voir comment les chaleurs s'échangent et se communiquent d'un être vivant à un autre être vivant, quel que soit leur genre. Là, j'ai eu la chance aussi pendant 3 ans, entre 2006 et 2009, d'être chef de rubrique intelligence animale pour un magazine plutôt de sciences grand public, hein, qui s'appelait Le Monde de l'intelligence. Et en fait, ça m'a donné une culture générale sur l'intelligence non humaine et sur en fait ce que la science sait par rapport à l'intelligence non humaine. Et c'est pas au sens où la science est l'absolu, c'est plutôt que la science est une balise. C'est une balise qui dispose de méthodes pour éviter de prendre nos rêves pour des réalités. Et donc, c'est une balise, c'est une méthode qui est très intéressante pour questionner le réel et pour avoir des questions. Donc, on est sur des logiques de méthodologie. Euh, voilà, comme on pourrait dire qu'il y a voilà, c'est des entretiens semi-directifs en sciences humaines, et bien là, on va avoir des questionnements directifs ou pas directifs. Enfin, en tout cas, on envoie des questions, on a des réponses, et c'est le réel, l'univers, le monde, la matière, la planète qui nous envoie des réponses, ou des cellules qui nous envoient des réponses. Donc, ce qui fait que cette question de, enfin, je me rends compte aujourd'hui, euh, quand j'ai rejoint le Parlement européen en 2009, je me suis rendu compte que
ma formation en relations publiques européennes que j'avais fait en 95, en fait, m'avait formé pour ce métier-là. Et ça, j'en avais pas conscience. Et les années que j'ai fait entre 2006 et 2009 à être sur l'intelligence animale pour ce magazine Le Monde de l'intelligence, où on a traité plein de sujets, hein, les oiseaux bricoleurs, les singes qui communiquent entre eux, le langage des dauphins, le travail collaboratif des fourmis. Et à chaque fois, on s'appuyait sur des découvertes Ouais. scientifiques, ou à chaque fois, on remettait en perspective l'histoire des sciences du point de vue de ce que la science savait avec les références bibliographiques qu'elle est avec. Et ben en fait, ça m'a préparé à aborder les autres non-humains, que peuvent être les questions extraterrestres d'un côté, ou ce qui monte depuis 4-5 ans, qui est l'intelligence des arbres et le fait que les arbres sont Ouais. des êtres vivants et que donc les arbres ont droit à du droit, ont droit à être reconnus comme des êtres, et donc ça ouvre les questions du droit de la nature et patati et patata. Euh, Puisque si on est un peu choqué avec ces questions de droit de la nature, euh, si on se pose 2 secondes et que pareil, on fait ce pas en arrière, eh bien, on a quand même des personnes morales qui existent et qui sont reconnues dans le droit, c'est-à-dire des créations fictives qui servent c'est un machin, c'est un truc qu'on a inventé, qui servent à pouvoir dire, euh, toi tu t'appelles Marcel, toi tu t'appelles Louise, un tel s'appelle Stéphanie, mais vous êtes différents de l'entreprise Tartampion que vous avez créée ensemble. L'entreprise Tartampion, elle existe en tant que telle et c'est une personnalité juridique et c'est une personne morale. Et donc, là, on a des scientifiques qui, depuis 20 ans, 30 ans, font des colloques, font des manifestes, font des déclarations publiques en disant attention, les êtres autour de nous ont des émotions, attention, les êtres autour de nous ont une mémoire, attention, les êtres autour de nous ont la capacité d'apprendre, attention, les êtres autour de nous, les baleines, les singes, la pieuvre, machin, les abeilles, sont capables d'apprendre, de transmettre. Et elles peuvent avoir des émotions, elles peuvent ressentir de la souffrance. Et donc, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants, au même titre que nous, pas autant que nous, mais au même titre que nous. Et donc, c'est ça qui est derrière le socle moral qui est sur les droits de la nature. Et là, et en fait, depuis 2018-2019, même si c'est des découvertes scientifiques qui sont là depuis les années 70, les années 90, les années 2000, mais ça commence à monter dans l'espace public, ça commence à être relayé par les médias, que ce soit des médias radio, papier ou audiovisuels. Euh, c'est depuis les années 2010, 2014, 2015, 2018, 2019, un film, un bouquin, une émission radio, etc., etc., que cette question de l'intelligence des arbres ou de la capacité des arbres à communiquer, la capacité des arbres à coopérer ensemble et à échanger des informations via des signaux chimiques, euh, eh ben, en fait, se banalise, se popularise et se banalise grâce à des interviews de scientifiques de pointe, de neurobiologistes, etc., etc. Et cetera. Et en parallèle, on a évidemment ceux qui sont dans la tradition des arbres, ceux qui communiquent avec les arbres, et qui vont nous proposer, nous dire, ben voilà, ça fait plusieurs siècles, plusieurs millénaires qu'on a ces méthodes pour communiquer avec eux. Si ça vous intéresse, si ça vous dit, venez les apprendre à nos côtés. Et donc, on a comme ça, c'est cette grande alliance des savoirs qui est en train de se faire par devers nous, hein, qu'on le veuille ou pas, elle est en train de se faire. Mais en revanche, ce qui dépend de nous, c'est ça, c'est qu'on le veuille et surtout qu'on le veuille, c'est ce qu'on va en faire. Parce que si nous, on ne décide pas d'en faire quelque chose, si on n'exerce pas notre pouvoir, Bien pour ça sûr. que je dis souvent que j'ai une conception politique de l'information, si nous n'exerçons pas notre pouvoir, nous allons subir ce que d'autres vont choisir à notre place. Et ce qui fait que quand ça concerne la propagande au niveau des médias, que ça concerne les influences invisibles au niveau des ondes électromagnétiques ou des pollutions électromagnétiques, ou également, bien sûr, ce qui peut se dérouler avec ce qu'on appelle le dérèglement climatique ou la question de la déforestation et le fait que les arbres se retrouvent à être fragilisés via les pressions extérieures qu'il y a autour d'eux, la plupart de ces pressions étant d'origine humaine. Est-ce que tu parles, tu abordes tout ça là dans ton podcast Oui, là, alors hein? ça c'est un nouveau, c'est le nouveau média que j'ai lancé, qui est encore une fois, me positionnant ou me ressentant comme un médiateur d'information. Ah oui. J'ai aucun problème pour faire un journaliste, pour faire auteur, pour faire attaché de presse, pour faire assistant parlementaire, puisqu'on est en train de manipuler des informations, on est en train de mettre en forme des informations pour
pour faire avancer des projets, pour faire avancer des dossiers. Euh, pour mon cas, ce qui va m'animer, c'est pour faire avancer les prises de conscience, les éveils individuels, et du coup que les personnes reconnectent avec des portions de pouvoir qui sont présentes en elles et dont elles n'avaient pas forcément conscience. Et la finalité de tout cela étant bien sûr de fabriquer enfin, ça peut être de régénérer l'environnement, ça peut être de travailler à la qualité de l'eau qu'on a autour de nous et donc qu'on a à l'intérieur de nous, mais c'est fabriquer une société où il y a de la paix, de l'harmonie et de la joie à vivre ensemble, hein. On est vraiment là-dedans. L'horizon, il est de cet ordre-là. Et si nous ne le faisons pas, d'autres qui sont animés par des blessures narcissiques, d'autres qui vont être animés par des besoins de reconnaissance, des besoins de pouvoir, des besoins de séduction, des besoins de toute puissance, hein, leurs blessures narcissiques, leur ego, mais en tout cas l'ombre de leur ego, les Oui, blessures qu'ils vont avoir et qu'ils n'ont pas traitées, prennent le pouvoir, prennent le dessus et s'exercent sur nous. Donc aujourd'hui, effectivement, la question d'un devoir de vigilance éveillé, éclairé, est sans doute plus que jamais nécessaire, mais c'est surtout que c'est pas un qui va nous sauver. C'est que si nous, on ne se prend pas en main tous ensemble à l'échelle individuelle, on va l'avoir dans l'os. ouais, Et même si on va un cran plus loin, c'est la grande alliance du vivant, les humains, les animaux, les arbres et aussi les ouais. micro-organismes, qui ont intérêt à faire alliance ensemble pour cultiver un nouvel Éden ou cultiver un jardin où il fait bon vivre et où on va passer du bon temps ensemble. Parce que sinon, c'est la machine, la destruction, le profit à court terme, et ceux qui ont un intérêt à cela, qui va prendre le dessus. À la fin, tout finira bien et la vie gagnera. Mais si on peut s'épargner des souffrances et gagner un peu de temps par rapport à ça, ne nous en privons pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est le postulat moral et politique que je pose, Ouais, quoi. je suis bien d'accord. Ok, alors, je vais te poser cette petite question, la première. Du coup, elle surfe un petit peu sur ce que tu viens de dire finalement. Si, dans le temps d'une journée, tu avais la capacité de changer quelque chose que tu considères important aujourd'hui pour l'humanité, pour une vision plus large, qu'est-ce que tu ferais? Alors, donc, c'est moi par rapport à tout le monde. C'est bien ça Oui, la question. c'est ta D'accord. posture à toi. Tu OK. sais, Alors, c'est elle est ta simple. petite part de colibri. Ouais, Hein? ouais. Ouais, ça Voilà. serait une grosse part. Moi, je pense que je créerais une coupure de courant généralisée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force qu'on soit devant nos écrans ou qu'on soit connecté en permanence, euh, ça occupe de la place, ça occupe de l'espace. Oui. Et, euh, et ça nous fait perdre le contact avec ce qu'il y a autour de nous. Ah, pour moi, être connecté, c'est pas grave si tu restes connecté à ce qu'il y a autour de toi. Connecté au niveau du paysage, au niveau des Oui. vivants, au niveau de tes proches, au niveau, tu vois, typiquement les personnes qui marchent en regardant leur téléphone mobile et qui du coup font pas attention et se font renverser par une voiture. Tu vois, c'est cette C'est métaphore-là ça. en gros. Ouais. Et donc, si le courant est coupé, alors, on va gérer les histoires, les hôpitaux, les trucs, les frigos, les machins, hein, ça peut tenir. Mais le courant est coupé, en fait, ça nous oblige à discuter avec la personne autour de nous parce qu'en fait, on ne peut plus parler à l'écran, on ne peut plus parler au téléphone. Donc, du coup, on se tourne vers la personne à côté en disant, mais tu es au courant de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et en fait, on a des processus d'entraide qui se remettent en mouvement. On a nos circuits neuronaux liés à l'empathie, liés au vivre ensemble, qui du coup Et se oui. dépoussièrent et se remettent en mouvement. Par exemple, imaginez, enfin, imaginez ce que c'est que de tendre la main à quelqu'un. Cette main, elle va être saisie et vous avez la pression mutuelle de vos mains sur vos avant-bras en train de tirer quelqu'un et de l'aider à sortir de sa position périlleuse, délicate. Cette aide-là, concrète, c'est une information pour le corps. C'est la pression de la main, la chaleur de la main, le fait qu'il y ait eu quelqu'un. Et ça n'est pas la même densité, ça n'a pas le même niveau de réalité que le virtuel. Et donc, moi, aucun problème avec l'électronique, avec les médias sociaux, avec la déconnexion, avec pas la déconnexion, mais avec justement la connexion et l'hypercommunication numérique et virtuelle. Mais les choses doivent être équilibrées parce que sinon, on devient hors sol, on devient déconnecté. En étant hyper connecté, on devient déconnecté. Il y a souvent des phrases que les analystes ou ceux qui font des cultural studies aux États-Unis vont dire, c'est que on n'a jamais été aussi connecté, mais on n'a jamais été aussi seul.
c'est Et, ça. et le confinement nous a permis de faire ces expériences-là. Euh, Elles ont malheureusement permis d'autres expériences. Elles ont permis de. C'est-à-dire des personnes qui. Ceux qui vivaient à plusieurs dans un espace exigu, ça a été compliqué. C'était même un peu, on va dire, l'enfer avec un petit E. On a des problèmes de violence familiale. C'est-à-dire que ça. En gros, le confinement a permis d'exacerber, de souligner les déséquilibres qui pouvaient être Des présents. déséquilibres, oui, des Voilà, faiblesses, oui, que ce c'est vrai. soit au niveau intrafamilial, les dysfonctionnements qui pouvaient exister, que ce soit au niveau du numérique, notre propension, notre tendance à faire appel au numérique, et là, du coup, c'est devenu notre seul bouée de survie pour sortir de chez nous, pour faire Mm. court, pour ceux qui étaient massivement en environnement urbain, parce que en ruralité, c'était différent. Les pouvoirs qui cherchent à ce que les gens obéissent et du coup ont une tendance à être autoritaires sont devenus encore plus autoritaires, encore plus sanctionnants en mettant, on en a profité pour mettre en place, par exemple, dans Paris, des drones qui circulaient dans les rues pour vérifier qu'il n'y avait personne dans la rue. On a quand même Mm. des gens qui se sont pris des PV parce qu'ils étaient sur une plage où il n'y avait Oui. personne. Ah oui, oui, Euh, c'était alors, complètement si on, hallucinant. c'est-à-dire que le respect de la règle devient Ouais, plus important que le bon sens, ou devient ouais, plus important que le réel. L'enjeu ouais, du confinement, c'est pas de ne pas sortir de chez soi. L'enjeu du confinement, c'était d'éviter que la contamination ait lieu et que donc que le virus se propage. Donc ouais. à partir du moment où il n'y a personne autour de vous, il n'y a pas de risque que le virus se propage. Donc on n'a pas Oui, besoin oui, de rester enfermé chez. C'est-à-dire on a une inverse parce qu'on va être le nez collé sur la règle ou sur la consigne. On oublie le sens de la consigne et on ouais, oublie le bon sens, quoi. On oublie la raison qui pourrait justifier qu'on applique certaines mesures collectives par rapport à ça. En tout cas, pour en venir au confinement plus généralement, en termes de bilan psychosocial, on pourrait dire, ou collectif, voilà, le confinement a servi comme un catalyseur à concentrer, à condenser des dysfonctionnements et des déséquilibres qui pouvaient être présents tout autour de nous, mais en les amplifiant. Donc, du coup, on fait de l'ordi, mais on fait trop d'ordi. On est en famille, et la famille est dangereuse. Bon, ben, boum, du coup, le danger, il est exacerbé, etc., etc. Donc, oui, il y a une accélération aussi, une augmentation du télétravail, beaucoup voilà. Alors, ça, c'est des choses intéressant qui de sont dire que c'est. restées, hein, encore Voilà, aujourd'hui. c'est Voilà. intéressant de dire que moi, je trouve ça ultra intéressant d'utiliser le terme accélération pour parler de ça, parce qu'en Mm. fait, c'est des changements quantitatifs. Ouais. C'est pas de l'accélération. Enfin, c'est-à-dire que utiliser le mot accélération montre que, c'est pas par rapport à toi que je dis ça, c'est parce que c'est ce qu'on a vu dans Bien sûr, 99% des expressions c'est ça. qui emploient cette expression parce que c'est celle qui est dans l'air, c'est ça que je veux dire. Mm. Cette expression de l'accélération, ça présuppose qu'en fait, de façon implicite et sous-jacente, euh, des choses devaient se dérouler à un certain rythme et elles devaient se dérouler dans une certaine direction en termes de changement. Et en fait, le confinement a permis que ça aille plus vite au niveau du changement. Donc, ça veut dire concrètement, au lieu d'avoir 30% ou 20% ou 15%, peu importe, hein, de gens qui font Mm. du télétravail, là, on est passé à 80%. Ou Mm. alors, on est passé à 80% du temps ou à 60% du temps. Et encore aujourd'hui, on est à 20 ou 40% du temps, Oui, 20%, on va dire en moyenne, à faire du télétravail. Mais les exemples que je vous donne, c'est montrent bien que c'est du quantitatif. Ça n'est oui, pas du tout lié au temps. On n'est pas en train de dire, enfin, on peut avoir on peut avoir un autre niveau de description qui est de dire qu'on fait 6 heures par jour ou 8 heures par jour ou 20 heures par jour du télétravail, d'accord? Mais on reste en tout cas sur des approches quantitatives et pas du tout accélératives. On n'est pas en train de dire qu'on fait du télétravail à 180 km/h ou à 20 km/h. Et pourtant, il utilisait le terme accélération. Donc ça Mm. montre bien qu'en fait, il y a quelque chose qui est l'ordre de la vitesse, c'est-à-dire de la cadence, c'est-à-dire du rythme, qui est attendu de nous ou qui en tout cas s'exerce autour de nous comme un charme collectif, comme un envoûtement. Et ça, c'est lié ouais. à la technique. Mm. C'est-à-dire que cette logique de Complètement. performance, la logique de vitesse, le fameux est-ce que je suis à 12 images secondes, à 24 images secondes, ou est-ce que je suis à, à 48 ou à 64 images secondes, on est dans des notions de vitesse. Et ça, ces vitesses, après où c'est des vitesses qui ne sont pas la vitesse humaine ou des vitesses qui ne sont pas celles de la nature, c'est qu'on est dans des vitesses qui sont liées à la machine. Machine qui est construite par l'homme, hein. Donc, c'est pas pour opposer homme, c'est pas pour opposer machine et nature ou machine et humain, puisque la machine est produite par l'homme.
Mais pour autant, l'homme, dans sa façon de vouloir sortir de sa condition et de sortir de son échelle en termes de dimension, de son échelle en termes de temps, de son échelle en termes de rythme, fabrique un environnement artificiel, un environnement culturel, qui sert à quoi? Qui sert à assouvir son besoin, qui sert à assouvir ses projections psychologiques. Donc, d'où cet enjeu, d'un point de vue éco-psychologie ou écologie Mhm. profonde, à regarder nos ombres, à regarder, à se brancher sur nos besoins profonds, nos besoins Mhm. intérieurs, Ouais. enfin aux besoins réels, je veux dire, et pas des besoins factices ou qui ont été imposés par l'extérieur. Imposé par l'extérieur. Voilà, communication persuasive, Ouais, publicité, propagande, etc., c'est ça. etc. Donc, nos besoins à l'intérieur, au fond, pour nous repositionner et reprendre le pouvoir. Est-ce que nous sommes les jouets d'injonctions extérieures ou est-ce que nous sommes au service de nos besoins véritables intérieurs? Donc, ça, voilà. Donc, et tout ça, ça fait, Vaste question. dans mon approche, en tout cas, ça touche autant le politique que la technologie, que la façon de nous positionner en tant que sujet et citoyen, ou que la question des arbres, notamment avec avec ce podcast Nous Avec sommes le forêts, podcast. qu'on a, qui s'est lancé depuis mars 2024 Mhm. et qui est donc pareil un rendez-vous avec des gardiens des arbres, avec des boucliers Ouais, humains des arbres, avec des ambassadeurs ou des porte-voix des arbres, tous azimuts, des femmes, des hommes, des juristes, des activistes, des naturalistes, des artistes. Donc, c'est des interviews en forêt en présence de l'invité. Il n'y a pas de Zoom, pas de téléphone, hein, désolé Coco. Mais donc, ça se passe en forêt, en présence, et on est sur un voyage sonore, sur une balade sonore ah, qui se quel veut à la bonheur. fois la découverte d'une forêt et à la fois la découverte de l'intime, du paysage végétal intime à une personne dans sa relation aux arbres et au végétal. C'est le propre de ce média-là qui s'appelle Nous sommes forêt, qui est un podcast, hein. Il n'y a pas Oui, d'image, il n'y a que du son, ouais. qui est un podcast avec 2 épisodes par mois et la première saison est en cours actuellement de mise en ligne. Mais tu peux en dire plus, Coco, tu peux en dire plus tout à l'heure en conclusion si tu veux. Oui, oui, ben de tout ça, je mettrai les liens. Moi, je suis complètement fan. J'ai adoré. Ah, ouais, ouais. Donc, merci pour ça, parce que c'est chouette. OK, stop stop à, Une à coupure de courant l'onde. généralisée Ouais, qui dure stop, 12 ou 20 heures. je coupe le jus. OK, Voilà, je coupe le d'accord. jus pendant 20 heures. Et donc, ce qui fait que cette absence fabrique de l'espace pour accueillir ce qui peut arriver. OK. Alors, maintenant, alors c'est toujours une question où souvent on me fait une réponse de Normand, on me dit, ah bah ça dépend. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui préfèrent euh, le mensonge qui travestit ou la réalité qui peut déranger ou fâcher? Alors, je vais t'apporter une autre forme de réponse. J'aime bien les deux. Oui, Non, j'aime bien les deux. oui, oui, C'est pas ça dépend. C'est plutôt que les deux sont bien. De toute façon, dans l'absolu, c'est la vérité ou la réalité, ou en tout cas oui. cette, ce qui est, qui doit être et qu'on doit regarder non, les yeux dans les yeux, quoi, avec courage, avec intégrité, avec acceptation. Euh, Regarder ailleurs ou travestir les choses, c'est confortable, mais ça ne résout rien et ça ne, oui, c'est ça, ça ne résout rien. C'est-à-dire que le truc continue à être là. Alors que quand on le regarde en face, ça permet que, à un moment donné, ça sera plus là, quoi. Voilà. Donc, et après, ce qu'il y a, c'est que pour moi, le mensonge qui travestit, c'est pas. Il y a deux choses distinctes entre le fait d'être diplomate dans le fait de présenter les choses. Donc, on est Oui, simplement dans un habillage des choses oui. ou dans un réhabillage des choses, et le fait de mentir, c'est-à-dire de raconter des choses fausses. Voilà. Mais après, ça, c'est le rapport à la vérité qu'on a dans la culture occidentale, où on cherche toujours une vérité absolue, une vérité supérieure, hein. C'est cette expression de la vérité supérieure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vérités inférieures? Mais c'est quoi une vérité inférieure? Ben voilà, donc Je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'humains, non? On a tous non? ben, c'est ça qui est intéressant, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la- en fait, il est très possible. Alors, la- et encore, je vois bien comment ça résiste en moi. Il est très possible que la vérité soit relative. Et ça, c'est ce que m'ont relaté, par exemple, des spécialistes
non pas en sciences humaines, mais en enquête, quoi, des flics, des gens qui font des interviews, qui recueillent la parole des témoins quand il y a des incidents, des crimes Ouais. et des machins. On va avoir des témoins qui, tous, en fait, c'est leur vérité, au sens où c'est ce qu'ils ont perçu, au sens où c'est ce dont ils se souviennent, euh, mais sauf que ils ne racontent qu'une parcelle de Une vérité. parcelle. Oui. Et donc, ça veut dire que peut-être c'est la réalité qui est la vérité. Et que la vérité, de toute façon, n'est qu'un discours de reconstruction par rapport à cette réalité. Et donc, le fait que les vérités sont relatives ou que le fait que les vérités ne durent qu'un temps. Ok. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous partager le compliment le plus touchant qu'on t'ait fait? Euh, oui, sans doute, il faut que je m'en souvienne. Oui, oui, sans doute. Alors écoute, je pense que le merci, la gratitude, ça c'est quelque chose qui va me toucher. Euh, euh, le genre merci de ce que tu fais ou merci de ce que tu es, ça va aussi me toucher. Euh, après, les questions de beauté, tu vois, beauté intérieure, machin, tout ça, ça va Oui, aussi me toucher. Euh, disons que je vais avoir un côté un peu brut de décoffrage et un peu direct dans la façon de fonctionner qui fait que quand bien même on peut prendre des gants, quand bien même on peut partager les informations ou s'exprimer à travers des formules de politesse, avec des phrases d'introduction, etc., etc., hein, c'est courant dans le jargon politique. Moi, là, il y a une partie de moi qui va ressentir que les compliments ou les choses comme ça, c'est une espèce de truc illusoire, en fait, secondaire, tu vois. Et donc, ce qui fait que j'ai plutôt une tendance à les, euh, à les écarter et à ne pas à les écarter et à ne pas les considérer. Voilà. Donc, il y a une sorte de refoulement de ma part par rapport aux compliments. En tout cas, c'est ce que je peux dire pour l'instant. c'est toujours délicat. Hein, voilà, on dit, oh, bah, ça fait plaisir, non, c'est gratifiant. Alors, c'est comme si on s'excusait un petit peu, mais non, C'est c'est bon, exactement. c'est doux à recevoir. C'est pas forcément qu'on a un besoin de reconnaissance à cet endroit-là, c'est que ça fait du bien simplement quand t'as Ouais. envoyé de réceptionner, non? Oui, oui, bah, c'est sûr, tout à fait. Bah, Ouais. il y a ce mélange, il y a cet effet miroir, il y a cet effet de parole, il y a des choses de Mm. cet ordre-là. Mais Ouais. sur un autre plan, moi, par exemple, si je m'adosse contre un arbre et que je suis bien, il n'y a pas de compliment, quoi. Il y a Ouais. simplement le fait d'être bien parce qu'on est dans un instant présent. Mm. Donc, euh, euh, on entend beaucoup parler s'aimer soi-même, ou en tout cas se marier avec soi, ses retrouvailles avec soi, Ah oui. commencer à s'aimer pour pouvoir aimer les autres, et ainsi de suite. Je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose autour de l'écoute et de la contemplation. Euh, S'écouter ou être en mesure d'avoir une écoute intérieure euh, va dans le sens de l'acceptation de soi, et cette acceptation de soi va dans le sens de s'apprécier pour ce que l'on est. Mm. Et, euh, et tranquillement. Moi, je pense souvent, est-ce que les arbres s'envoient des compliments entre eux, quoi? Oui. Et pourtant, ils ne sont pas en train de se faire la guerre. Ok, donc voilà. Donc si on simplifie un peu tout ce qui peut se passer dans les couches qu'on peut élaborer, soit avec le langage, soit avec le mental, soit avec ci, soit avec ça, peut-être qu'on peut avoir euh, en tout cas, je postule qu'on a vraiment des marges de manœuvre et des gains réels à très court terme de communication simplifiée. Je ne parle pas de communication facilitée, je parle de communication simplifiée. C'est-à-dire aller sur une communication élémentaire ou simplifiée. Je- on peut prendre celle qui a cours en- euh, dans les cours d'école, dans les enfants entre eux, quoi. Ils peuvent autant se dire des trucs sympas que des trucs pas bien, mais ça n'empêche pas qu'on se parle après. Enfin, il y a un truc qui fait que l'expression émotionnelle qui se déroule là-dedans n'est pas bien grave au fond. Je ne parle pas des cas, évidemment, où il y a des phénomènes Oui. d'harcèlement structurés, collectifs, où il y a une stratégie délibérée d'annihilation de l'autre, hein. Je parle vraiment des échanges spontanés qu'il peut y avoir.
Voilà, voilà. Donc, on a quelque chose à apprendre, à revenir au fondamental et à l'élémentaire, voilà. Mm. Y compris sur les compliments. Ouais. C'est-à-dire Gratitude. Oui, quand tu dis. voilà, le poser autrement, c'est quel compliment un lion ou une lionne peut faire sur son petit. Quel compliment un arbre peut faire sur un autre arbre. Quel Mm. compliment Ouais. des abeilles ou des fourmis peuvent échanger entre elles, y compris entre elles au niveau de leur organisme collectif. OK? Donc, euh, moi, c'est souvent une question que je me pose et que je continue à me poser régulièrement pour ne pas perdre le contact avec cette question, quand même je n'ai pas forcément de réponse. Si nous sommes, et il n'est pas vain de l'envisager ainsi, si nous nous percevons comme un super organisme ou un ultra-organisme, enfin un Oui. truc à l'échelle planétaire où les humains font partie de l'organisme, euh, comment se prennent les décisions dans un organisme? C'est quoi la gouvernance et le vivre ensemble dans un organisme? Ouais. Euh, Où est le mensonge? Où est le compliment? Enfin, je parle par rapport à Ouais. ces couches-là du langage qui sont des couches, comment dire, je ne vais pas dire qu'elles sont confortables, mais qui sont des couches plaisantes. Voilà, ce sont des couches plaisantes parce qu'elles sont l'expression aussi de la créativité. Elles sont l'expression d'une, de notre capacité à surjouer ou à surligner certaines choses, quoi. Donc, c'est pas négatif en soi. Mais on est en tout cas, plus on rajoute, plus on en fait des caisses, plus on s'éloigne du réel et de l'authenticité. Voilà. Mm. Ah ouais. Moi, je mettrais un petit peu tout ça dans la gratitude, tu vois. Même si elle est mangée un peu à beaucoup de sauce, là, la gratitude, mais le ressenti de gratitude, c'est comme une. Enfin, moi, je le rapproche de la grâce. Oui, il y a cet effet-là. Moi, Tu vois? à mon échelle, depuis quelques années, à la lumière de tous ces émerveillements successifs, hein, Ouais, euh, liés à mes recherches, à mes découvertes, à mes ouais, rencontres, à ce qui se partage, et ainsi de suite. c'est Enfin, on se ça. connaît depuis quelques années, donc on fait le Ouais, point régulièrement tous les deux, donc on a l'occasion d'échanger à ce sujet. Cette somme d'émerveillements qui sont là, qui s'installent, qui s'additionnent, ça fabrique une masse critique. Cette masse critique, à titre personnel, elle se mm. rapproche de l'ordre de la félicité ou de la béatitude. Oui. C'est-à-dire que je ne dis pas que je suis dans l'état de béatitude ou dans l'état de félicité. Je dis que depuis plusieurs années, j'ai, de façon délibérée, volontaire, j'ai travaillé à me connecter à ces états-là. L'état de béatitude, par exemple, c'est un état, ou de félicité, c'est un état de joie tranquille, quoi, Mm. de plénitude dans le Ouais, bonheur. Et au sens où tout est là et rien ne manque. Et tout est là, rien ne manque. Et effectivement, quand tu poses ton regard sur un arbre, sur une feuille, même parfois on peut s'abîmer dans une contemplation pleine qui va concerner une chaise, un objet qui est beau, d'où cette fascination spontanée qu'on peut avoir pour du design ou pour des choses qui sont belles. Je parle d'objets manufacturés, hein. ouais, Parce qu'en fait, ils vont avoir des proportions, ils vont avoir des propriétés, ils vont avoir une façon d'avoir à être fait, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, dans la matière ou dans l'immatériel. Ils vont rayonner quelque chose, ils expriment quelque chose en termes de proportions mathématiques, en termes de rayonnement électromagnétique. Ils vont exprimer quelque chose qui va nous toucher, nous parler d'une manière différente d'un autre objet qu'on va trouver laid, qu'on va trouver repoussant, qu'on va trouver hideux, etc., etc. Et donc, ça veut dire que la moindre chose autour de nous peut être un véhicule de beauté, peut être un véhicule de connexion à la ouais. plénitude du monde autour de nous. Alors, Mm. j'insiste sur les objets parce que, en fait, si vous regardez les choses autour de vous, hein, on le voit par exemple toi au niveau du décor, rien de ce qui est autour de toi, et même d'ailleurs ton corps, tout ce qui est présent à l'image avec toi, tout ce qui est présent à l'image est le fruit d'une création humaine. Mm. C'est vertigineux, je veux dire, c'est merveilleux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a fabriqué le papier, il y a quelqu'un qui a dessiné, il y a quelqu'un qui a fait le cadre, il y a eu ton choix délibéré d'acheter un cadre dans telle boutique, telle année, tel mois, tel jour, de prendre la voiture pour y aller. Cette voiture, tu as pu l'avoir parce que d'autres l'ont fabriquée, d'autres l'ont commercialisée, d'autres l'ont inventée. C'est parce qu'il y a des gens qui ont inventé la roue, etc., etc. C'est-à-dire que, et donc, ce qui fait que euh, on a à la fois la nature et le cosmos autour de nous, et simultanément, tout ce qui est présent autour de nous, intrinsèquement, par nature,
est imprégné d'une histoire qui est une histoire humaine, Humaine. et une Ouais, histoire humaine qui nous dépasse. ouais, Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la notion des échelles. Euh, je pense que le principal péril auquel on doit faire face, c'est de ne pas nous tromper d'échelle. Et le transhumanisme nous amène à nous oui. tromper d'échelle, avec des fausses promesses ou avec des promesses qui sont des promesses pour justement nous inviter à nous affranchir des échelles humaines en termes de longévité, en termes de si, en termes de super pouvoir, etc., etc. Ouais, tellement d'accord, toujours. Ouais, 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 c'est chouette. Alors, bah, ça tourne un petit peu, donc l'horaire. Alors, j'aimerais te demander ce que tu aimerais laisser de toi dans ton sillage de cette vie de matière ici. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde Alors de ton passage? pendant longtemps, ça a été rien. C'est-à-dire que vraiment, je me voyais comme quelqu'un qui marche avec des traces, et ces traces qui s'effacent, que ce soit Oui, dans la neige ou dans le sable. Et puis, en fait, sur rien, euh, c'est un peu romantique comme image ou comme posture, en fait, si je puis dire. Et en fait, sur un autre niveau, si on prend d'autres références, j'ai déjà fait ce qu'on doit faire dans la tradition chinoise, par exemple, c'est-à-dire le fait de planter un arbre, d'écrire un livre ou de faire un enfant. Voilà, ouais, donc ça, ces trois choses-là, je les ai faites. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant quand on fait des livres, quand on écrit un livre, c'est qu'en fait, votre pensée est dans l'ouvrage. Et comme votre pensée est dans l'ouvrage, c'est-à-dire que votre pensée vit sans que vous soyez présent. Et ouais. c'est très intéressant parce qu'en fait, en gros, c'est un truc de feignant, quoi. Parce que plutôt que de parcourir le monde pour semer sa parole et mouiller le maillot et être en déplacement en permanence par rapport à ça, vous êtes tranquille, vous avez bossé une fois, bon après ça peut être du boulot, mais vous avez bossé une fois, le Ouais. bouquin il est fait, et après le bouquin vit sa vie, et il n'y a plus besoin de se déplacer, il n'y a plus besoin d'être présent, quoi. D'accord? Donc c'est assez, simplement en termes de gestion, de management des connaissances, le livre c'est intéressant, ou les médias, la médiation Mm. Ouais, d'information, elle ouais. est intéressante par rapport à ça. Après, ouais, pour finir de répondre là-dessus et de façon très courte et très, j'allais dire sympa ou sensible. Je pense qu'un sourire et une bonne fiesta, ça me va très bien. C'est sympa aussi. Tu sais, le livre, enfin, pour en avoir écrit quelques-uns aussi, bah, du coup, moi, je pense que le livre, on le remet. euh, c'est comme un enfant, en fait, qu'on accueille à la vie. Et là, bah, le livre, on le remet et il existe sous le regard de l'autre, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est un merveilleux cadeau en soi que de le laisser faire son chemin. Voilà, donc, ok, ça marche. Ouais, ouais, ça me va bien. Alors, quel est le projet pour demain? Bah, moi, le projet pour demain, il a lieu aujourd'hui, hein. C'est Nous sommes forêts, c'est le podcast, hein. C'est le Euh, podcast, hein? c'est le Ouais. podcast Nous sommes forêts qui, euh, enfin, s'engager dans cette démarche-là, c'est pas pour faire une performance éphémère qui dure une Mm. demi-journée, quoi. C'est Ouais. plutôt parce qu'effectivement, c'est mettre à disposition un contenu qu'on peut écouter au moment où c'est mis en ligne, donc une fois tous les 15 jours, mais qu'on peut réécouter par la suite, qu'on peut écouter dans l'ordre, qu'on peut écouter dans le désordre. Et puis c'est aussi, nous, on a le cœur à ça en tout cas, c'est de donner à voir, à sentir cette diversité des approches, des figures et des territoires qui sont liés à la question des forêts. Et donc, ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on peut s'amuser à faire ressentir, qu'on peut s'amuser à gratter ou à toucher à travers cette proposition, Ouais. telle que nous, en tout cas, on l'a conçue. On est sur des épisodes qui durent environ 35 minutes chacun, et chaque épisode est avec une personnalité très différente. Et ce qui fait que, du coup, la somme des écoutes donne à voir la forêt à travers le prisme de l'humain, certes, mais donne à voir la forêt dans sa diversité. D'où cette expression, nous sommes forêt. Donc là, il y Ouais. a ça. Sinon, j'ai plusieurs bouquins qui sont en cours d'écriture. Un bouquin sur le Quinton, un bouquin sur les extraterrestres, en tout cas sur la question de l'ufologie des extraterrestres, qui va être un bouquin volontairement très grand public. C'est un peu Tintin au pays des ovnis, quoi, hein, pour faire court, le bouquin qui se prépare là, qui va sortir fin 2024 ou début 2025. Il y a un bouquin sur le Quinton aussi qui devrait sortir fin Ah, 2024. passionnant. Ouais. Le sérum de Quinton, c'est-à-dire un extrait d'eau de mer qu'on va Ouais. utiliser pour restaurer les équilibres physiologiques au niveau du corps. Je suis en Et cure.
Comment? Je suis en cure. Ah oui, super. Donc, je Oui. ne dirai rien pour ne pas froisser ton secret médical. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc oui, il y a des articles qui sont dans les tuyaux, il y a des bouquins qui sont dans les tuyaux, et il y a Ouais. ce nouveau média Nous sommes forêts, et il y a peut-être aussi des prochains numéros de Orbs en fonction des partenaires qui peuvent émerger, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est à court terme pour les 2 ans qui viennent, c'est être au service toujours pareil, reprendre le service, d'être au service d'une information médiatique Ouais. et de reportage sur le terrain et de mise en avant de personnalités et de trouvailles qui nous ouvre des possibilités d'apaisement, de coexistence et de conscience. Voilà. Super. Waouh. Allez, un mot pour toi de la fin. Des fois, je dis, c'est quoi le plus beau mot de la langue française pour toi? Alors, il y a un mot que j'aime bien et qu'on emploie peu, c'est épanouissement. J'aime bien cette notion d'épanouissement. C'est vraiment cette image de la fleur qui s'ouvre avec ses Oui. corolles. Et ça peut être fugace, et ça peut être éphémère, et ça peut être temporaire. Ce n'est pas grave. Puisque le propre de la vie et donc le propre de la réalité, c'est le changement. Euh, donc là, tout ce que je raconte, c'est un verbatim très post-taoïste ou néo-taoïste, hein, bien entendu, hein, voilà. Donc, le propre de la vie étant le changement avec ses cycles, voilà. Donc, la fleur est belle aujourd'hui, demain elle ne sera plus là, mais il est probable que dans 2 jours, 4 semaines, 3 mois, des nouvelles fleurs viendront. Et c'est Oui. pareil pour le cycle jour-nuit, etc., etc. Et donc, c'est pareil pour nous. Donc, c'est pareil pour notre existence. C'est pareil pour, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas être performant, on a le droit, enfin voilà. Donc, il y a un truc du style. euh, et ça fabrique aussi un ralentissement, en fait, de se sortir de ces injonctions de perfection, que ce soit perfection esthétique et perfection au niveau du travail et des envoûtements liés à cette, oui, ce que j'appelle l'envoûtement de la performance, en fait, hein, Ouais. qui s'exerce sur nous et à travers les injonctions à produire plus, croissance plus, et patati et patata. Là, je suis en train de lire un ouvrage sur la cueillette des plantes sauvages comestibles. Et Mhm. la nature, spontanément, nous offre ses fruits et nous a offert ses fruits, et y compris si on est nombreux sur Terre, mais en tout cas, elle nous a offert des fruits qui a permis que nous puissions prospérer, vivre, être en bonne santé, sans passer justement, par des aliments ultra transformés ou par de la nourriture de synthèse. Ok, ça, c'est juste par rapport à des combats qui vont arriver sur la viande de synthèse, sur les OGM et ainsi de suite. Donc, la notion d'épanouissement, sinon, euh, j'avais fait une prise de parole il y a 2 ans à peu près qui s'appelait la politique de l'amour. Je pense que le mot amour est très intéressant, même si j'avais fait exprès de fabriquer cette expression, la politique de Ou l'amour. la politique, ouais. Ouais, la politique de l'amour, c'est-à-dire en gros la proposition qui est faite dans le cadre de cette conf, hein, qu'on peut trouver sur Internet, qui a duré une demi-heure. Ça donne quoi? Et si on utilise les vertus du cœur, hein, les qualités du cœur, comme centre, comme critère premier du vivre ensemble et de la gouvernance de la vie collective? Donc, quelles peuvent être ces qualités du cœur? Donc, on a la gratitude, on a le pardon, on a l'épanouissement, on a l'écoute, on a l'empathie, voilà, il y a toute une couleur. Donc, bien sûr, il y a l'amour au sens amour de son prochain. Donc, on a l'altruisme, la générosité, tout ça. Ouais. Donc, si on prend ces vertus-là, qu'il me semble qu'autour de nous, on valorise, comme étant les balises premières de notre vivre ensemble à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une commune ou d'une ville, donc, ça veut dire quoi en termes d'action publique? Ça veut dire quoi en termes de chantier? Ça veut dire quoi en termes de projet? Ça peut se dérouler comment? Et par ailleurs, en tout cas dans les réseaux psy, on dénonce régulièrement comment on vit dans une société de la peur, quoi. Ou quand, en tout cas, il y a une instrumentalisation de la peur, Ah il y a oui, une mise en scène de la peur, il y a une exploitation de l'énergie peur et exploitation. donc de l'émotion peur pour faire acter certains changements. Et en fait, dans ces vertus du cœur ou dans ces qualités du cœur, il y a la notion de courage qui est en fait qui est sans doute qui est sans doute une notion d'actualité, qui est sans doute une vertu d'aujourd'hui. Enfin, pourquoi? Parce que le courage, c'est agir malgré. Qu'est-ce que fabrique la peur? La peur fabrique la paralysie.
Et puis, il y a plein d'autres effets neurochimiques qu'on bien connaît sûr. très bien, qui ont été largement documentés, et machin. Donc, il y a plein d'effets hormonaux, psychologiques et donc sociétaux, collectifs par rapport à la peur. À une certaine échelle, la violence, la brutalité, les traumas, ça a été très bien décrit par Naomi Klein dans son livre La stratégie du choc, hein, par Stratégie du exemple. choc. Ouais. Exactement. Mais donc, plus vous avez de courage, plus vous augmentez votre niveau de courage individuel ou collectif, plus vous êtes capable d'agir malgré la peur, malgré la paralysie de la peur. Donc, le courage, c'est être capable d'agir malgré le fait que la peur ne vous fait pas agir. Mm, Et donc, augmenter notre niveau de courage et notre dose de courage au quotidien, tous les jours, est sans doute l'acte politique qui est le plus important dans notre époque actuelle par rapport aux tempêtes et aux bourrasques qui se profilent autour de nous, ou que d'autres pourront s'amuser à souffler pour justement faire avancer leurs pions à eux, plutôt que nous fassions bouger et que nous préservions nos pions à nous. mm, mm. Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est un mot que j'aime beaucoup. Courage, je crois que dans l'étymologie, il y a cœur, hein, cœur. Donc, des fois, Ça, je oui, m'amuse à bah, dire cœur, le- courage. c'est ça, ou alors c'est agir avec le cœur, en gros, hein, ce qu'on va dire Oui, d'un point de vue c'est... étymologie, Oui. mais au sens premier, c'est Mm, effectivement c'est une vertu, mais c'est aussi cette vertu-là qui a cette propriété-là au niveau des définitions officielles, au niveau du oui. dictionnaire pour la langue Ouais. française. Voilà. Mm. Oui, mais bon. Mais dans le faire et dans la matière, c'est aussi ça Donc aussi. voilà, oser pratiquer des activités et faire des choix et vous conduire et au quotidien produire des actes qui nourrissent votre jauge, votre dose interne de courage, puisque en fait, c'est les autres autour de vous qui vont pouvoir en bénéficier. Mm. Il y a la notion de bénédiction aussi, me semble, Oui, oui. importante à notre époque, compte Ouais. tenu de la façon dont l'espace public, que ce soit intangible et immatériel comme l'espace électronique ou vraiment à l'échelle habituelle, hein, des médias, de ci, de ça, l'espace public est investi d'un niveau de langage qui n'est pas au niveau de nous tirer vers le haut, quoi. Qu'on appelle ça un langage ordurier, un langage relâché, tout ça. Mais en tout cas, donc cette notion de bénédiction, c'est-à-dire d'avoir une parole qui souhaite du bien à l'autre et non Mm. pas une parole qui cherche à blesser l'autre ou à lui faire du mal ou à le faire agir, hein, soyons bien conscients de ça. Les mots en tant qu'arme symbolique, en tant qu'arme magique, les mots n'auront d'effet sur vous que si vous leur laissez avoir une prise sur vous. S'il glisse sur vous sans vous atteindre, même si on te traite de fils de pute, pour faire court, Mm. euh, et je le dis expressément, explicitement exprès, eh bien, si ça ne vous atteint pas, si ça ne vous touche pas, ça ne provoque pas de tempête neurobiologique, Mm. neurochimique en vous, Neurochimique, ouais. exactement, et ça n'existe pas, ça ne rentre pas dans votre réalité. C'est ce qu'on voit à plus grande échelle autour de nous, puisque euh, une des meilleures réponses à l'échelle tactique qui peuvent être faites par des personnes qui sont incriminées par des affaires, c'est de ne pas répondre et de garder le silence. C'est même pas qu'elles répondent en disant autre chose, c'est qu'elles regardent ailleurs et elles gardent le silence en fonction des questions qu'on leur pose. Et ça, c'est une façon de signifier que ça ne fait pas partie de leur réalité. Et Ouais. donc, c'est une façon de signifier que ça n'existe pas. Donc, ce sont des envoûtements, des tactiques, des méthodes, des charmes qui sont employés. Et donc, nous devons chacun être conscient de façon à ne pas en être dupe et de ne pas en être victime. Ouais. Discernement, hein. Cinquième accord Toltec. C'est ça, Mais discernement, tu sais, pouvoir personnel et ouais, exercice de ce pouvoir qu'on a au centre de de ce nous pouvoir intérieur, ouais, et ouais, voilà, pouvoir intérieur qui peut rayonner autour de nous pour le bénéfice de complètement. nos proches. Sur les mots, ouais, on va terminer ce petit échange aussi pour te libérer toi, parce que je sais que tu as besoin de prendre la route. Euh, Ce que tu disais sur les mots, ça me fait revenir sur Marshall Rosenberg, là, qui a initié la communication non violente. Voilà, dans un de ses livres les plus connus, les mots sont des pouvoirs, sont des murs ou sont des fenêtres. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. Mais on le retrouve dans la sagesse toltèque aussi, dans cette notion d'arme. Un mot, c'est comme une lame d'épée, voilà, ou c'est une caresse. Ben, voilà, c'est exactement ça. Ok, allez, ben, on clôt Merci beaucoup. ce moment avec toi. J'espère que il y en aura d'autres. J'aimerais essayer de réunir euh, un petit regard croisé avec Jocelyn, avec Vincent.
euh, aussi, qui sont ouais, Vincent Aubin, Jocelyn Morisson, enfin voilà. Ok, si un Oui, jour c'est possible. oui, on va sans doute pouvoir continuer à s'amuser, ouais, ça c'est certain. Bon, un grand merci à toi Merci pour à toi, Coco. Merci, ouais, merci et- effectivement pour ce cœur qui agit à travers toi et oui, pour ces paroles bienfaisantes que tu dispenses sans compter. Merci beaucoup. mm, merci à toi. Je te fais un gros bisou et je te dis à tout bientôt. Ouais, au revoir à tout le monde. À bientôt, à une prochaine.